Bonjour, bienvenue dans Collab, une émission produite par les cours Pi dans le cadre de son Lab 314 et que j'aurai le plaisir d'animer. Collab, c'est quoi? Pour co-construction, avec des familles qui partageront leurs expériences et leurs expertises sur des sujets qui les mobilisent, et ce, en interaction avec un invité spécialisé dans le domaine en question. Et Lab pour laboratoire, car ces émissions ont pour objectif de rechercher des solutions et de trouver des propositions à partir d'expériences vécues. Les 12 épisodes de la saison 1 de Collab auront comme fil conducteur les besoins éducatifs particuliers des enfants. Nous nous consacrerons ainsi plusieurs émissions aux enfants avec autisme, aux troubles de l'attention et ou avec hyperactivité, au haut potentiel intellectuel et ou émotionnel, ainsi qu'aux 10. Vous pourrez découvrir ces pépites tous les 3 de chaque mois à 14h. Retrouvez-nous vite et n'hésitez pas à donner votre avis et à partager vos expériences dans les commentaires. Belle journée et à très vite. Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Collab 314 des cours Pi. Nous allons aujourd'hui aborder le thème particulier des enfants avec des troubles de l'attention et des troubles de l'attention avec hyperactivité. Je suis Charlotte Cassimo, responsable pédagogique au cours Pi pour les plus petits, de la moyenne section jusqu'au CE2. Et pour organiser cette petite émission, je me suis entourée de 3 merveilleuses personnes, dont 2 mamans qui effectuent donc, qui enseignent et qui transmettent les enseignements à leurs enfants dans le cadre de l'instruction en famille, donc Véronique et Alexandra. Voilà. Et d'une invitée très spéciale qui s'appelle Dominique, qui va se présenter tout à l'heure. On va peut-être d'abord demander à chacune des mamans de se présenter un petit peu, nous dire peut-être l'âge de leurs enfants et nous parler un petit peu de ce contexte d'IEF d'une manière générale et également de leurs expériences, si vous avez été formés, si vous avez au niveau des troubles du comportement, voilà, le petit plus que vous voudriez nous dire, si vous faites partie d'une association spécifique. Est-ce que, Véronique, vous pourriez commencer? Oui, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Véronique. Je suis la maman d'une petite fille de 6 ans et demi qui est en IEF depuis toujours et inscrite au cours Pi en section CP depuis septembre l'année dernière. Notre fille est en parcours de diagnostic TDAH, donc avec hyperactivité et très potentiellement aussi HPI. C'est vrai que depuis toute petite, en fait, on a bien senti que l'école ne serait pas pour elle, mais c'est ni pour les enseignants, parce que je pense que c'est au final un enfant qui a des spécificités qui sortent un peu du contexte, en fait, du cadre éducatif, on va dire normal. C'est compliqué pour tout le monde. Et donc, nous faisons l'école à la maison du lundi au vendredi, 2 heures tous les matins. Et on compose avec le trouble. C'est vrai que l'apprentissage, on voit qu'elle a des grandes capacités, donc ça se passe bien de ce côté-là. Mais c'est le trouble, en fait, qui vient vraiment saboter et qui est quand même entravé. Ouais. Alors, de mon côté, donc, elle n'est pas en échec au niveau scolaire, mais il y a quand même des difficultés pour la mise en place des apprentissages. Ouais. Et vous m'avez dit lors d'un échange que vous vous étiez formé ou que vous vous formez à certaines techniques québécoises concernant les troubles du comportement. En fait, quand on a mis un mot sur le trouble qu'elle avait, donc moi j'ai commencé à me renseigner avec des lectures, etc. Ça a quand même beaucoup changé la donne au niveau du fonctionnement à la maison. Ça a vraiment amélioré le fonctionnement, parce qu'avant c'était très problématique, très conflictuel. Ça ne veut pas dire que ça l'est toujours pas, mais c'est beaucoup moins et on a beaucoup plus d'outils en fait à notre disposition pour l'accompagner. Et donc dernièrement, en fait, je me suis inscrite à un MOOC qui est organisé par l'Université de Laval au Québec, justement pour apprendre et accompagner les enfants avec TDAH. Donc il y a toute une partie en fait qui parle, qui
qui nous apprend en fait à mieux appréhender le trouble au quotidien, et toute une partie aussi sur comment accompagner les enfants dans leurs apprentissages. Donc il y a quelque chose de théorique, mais aussi quelque chose de très concret dans cette approche. Ça part Je vous écoute. C'est qu'il y a des vidéos, il y a des textes, en fait c'est plutôt interactif, il y a un forum où on peut échanger avec les parents, et puis donc à la fin de chaque module, on a une évaluation, et à la fin une évaluation finale. D'accord. Et Alexandra, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire vous aussi, je crois que vous faites partie d'une association spéciale. Oui, alors bonjour à tous. Je suis Alexandra, maman de 2 enfants, 8 ans pour Louis et 11 ans pour Jules. Ils sont tous les 2 scolarisés au Courpi. La particularité de Louis, c'est qu'il est DSA TDAH. Il est à mi-chemin entre l'école et l'école à la maison. Donc, il est scolarisé 3 heures par semaine physiquement, dont 2 fois 1 heure et demie. Donc je fais partie, oui, d'une association, de l'association à cœur de peau pour les enfants TSA, TDAH, avec des troubles TOP également. Voilà, j'ai effectué diverses formations dans le handicap de par mon métier. Donc je suis éducatrice de jeunes enfants. Et ça prend une grosse partie de mon temps. D'accord. Donc vous avez aussi des ressorts de par votre formation. Voilà. D'accord. Et J'ai pas compris le nom de l'association. Oui, est-ce que vous pourriez... On n'a pas bien compris le nom de l'association. Est-ce que vous pourriez nous redire le nom de cette association? C'est l'association à fleur de peau. D'accord, d'accord. Et je vais vous présenter donc l'invité que j'ai eu l'honneur d'avoir à mes côtés ce jour, donc Dominique. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter? Avec plaisir. Donc moi je suis Dominique Riu. De formation, je suis éducatrice spécialisée et j'ai été pendant plusieurs années donc éducatrice à NITEP, donc Institut thérapeutique éducatif et pédagogique, puis cadre, chef de service et puis directrice adjointe. Donc voilà, effectivement, on a dû au cours de ces années, on a vu évoluer pas les troubles des enfants, mais en tout cas les profils et les, comment dire aussi, les besoins. Les besoins peut-être en tout cas, des enfants qui souffrent de troubles de l'attention. Et on a passé beaucoup de temps, notamment avec Charlotte, à essayer de trouver avec les familles des solutions aux divers troubles du comportement. Voilà. Avec des objectifs, effectivement, des objectifs, on va dire, de socialisation et d'amener les enfants à pouvoir partager le plus de choses possible avec d'autres enfants. Voilà. Alors, ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est qu'on essaye de poser des mots sur ces troubles, ces enfants qui nous troublent. Voilà. Comment ça se passe? Véronique, vous nous parliez tout à l'heure de difficultés que vous pouviez rencontrer. Est-ce que ce serait possible que l'une et l'autre, sans qu'il y ait forcément de demande de prise de parole, donc qu'on le fasse naturellement, n'hésitez pas à intervenir, que vous puissiez nous mettre en mots, en fait, quelles difficultés vous rencontrez? Comment est-ce qu'on pourrait essayer de définir un petit peu ce qui déborde, ce qui pose problème, ce qui gratte? Alors, dans le cas de ma fille, il y a 2 choses. Il y a le trouble et il y a le tempérament, sa personnalité. Le caractère. Donc, vous différenciez les deux. Oui, et les 2 font un mélange plutôt explosif. Donc, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, notre fille n'aime pas spécialement l'école, enfin le cadre de l'école en tant que tel. Elle voudrait passer sa journée à jouer. Il y a vraiment ça à en prendre en compte, mais on se rend compte que lorsque les apprentissages sont plus ludiques, ça se passe beaucoup mieux parce qu'elle prend ça comme un jeu. Et là, ça roule tout seul en fait. Et comment ça se passe quand ça se passe pas bien? Comment ça se manifeste? C'est de l'opposition? En fait, elle va chercher par tous les moyens des distractions.
Elle va se lever, enfin, elle va pas rester en place. Bon, déjà, on la laisse plutôt bouger en fait dans ses apprentissages parce que sinon c'est très compliqué. Mais elle va vouloir fuir en fait l'apprentissage par tous les moyens possibles. Et comment est-ce que vous réagissez quand il y a ces fuites ou Toujours bien. Non, je dois dire que j'ai une grande marge de progression pour l'accompagner comme il faut. Parce que je réagis pas forcément comme il faudrait aujourd'hui. On se posera la question du contexte aussi. Il y a le contexte intrapersonnel, la fatigue que l'on peut avoir, et il y a le contexte réel qui nous entoure et le contexte de ce qu'on veut mettre en œuvre et mettre en place également. Ensuite, vous êtes confronté à quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que comment arriver à faire, dans le cadre de l'école à la maison, comment arriver à faire que l'enfant discrimine les contextes dans lesquels vous allez pouvoir poser des choses un peu plus carrées et on va dire contraignantes. Et puis, comment après dire, ben, ça y est, c'est fini, maintenant je suis maman et on va pouvoir jouer, goûter et passer du bon temps ensemble, quoi. Et peut-être que c'est à comment ça se qu'on définissent ces espaces. Voilà, définir les espaces, la temporalité, et ça c'est très compliqué pour les parents et les enfants, parce que finalement, quand on va à l'école, on sait que dans le cadre de l'école, d'abord c'est extérieur, il y a des murs, il y a d'autres enfants, etc. Et ce cadre s'impose à l'enfant. Et alors que là, ce cadre-là, c'est à vous de le construire. D'où la complexité, je pense. Le cadre, on le met déjà en fait dans l'environnement physique. Parce que lorsqu'on a posé un mot sur le trouble, on l'avait déjà pressenti avant, mais déjà on lui a mis un espace vraiment dans sa chambre où il y a le moins de distractions possible. Donc déjà, ça a enlevé les passages. Avant, on était plutôt dans le salon, dans la cuisine pour les apprentissages. Mais dès qu'il y avait quelqu'un qui passait ou il se passait quelque chose, de suite l'esprit. Bah oui. Du coup, dans la chambre, avec le cadre, c'est quand même plus facile. Mais c'est une vigilance de chaque seconde, en fait. Ouais. D'accord. Et pour vous, Alexandra, si vous deviez mettre en mots les difficultés auxquelles vous devez faire face, vous pouvez faire face certaines Alors questions auxquelles aujourd'hui, les difficultés, ça serait la motivation à la mise au travail. C'est quelque chose de très compliqué. C'est pareil, il déteste l'école. La mise en activité. La mise en activité, c'est vraiment difficile de lire, de voir. Alors, il lit très bien, aucun problème à ce niveau-là, aucun problème d'apprentissage, mais c'est vraiment concerne l'école qui déteste. Donc, on est vraiment aussi obligé de passer par le jeu, par des vidéos, par des visites diverses dans différents domaines. Il bouge beaucoup aussi. Il a toujours besoin qu'on soit là pour le rencontrer. Oui. Non. Vous n'entendez pas? Éléonore, il y a des choses qui s'inscrivent. On était parti. Ça y est, on s'est retrouvés. Ah, de retour avec nous. Alors, Alexandra, vous nous disiez qu'il y avait une partie, une proposition des apprentissages de manière ludique qui était importante pour qu'il y ait une mise en activité, un engagement. Je me suis formée aux pédagogies Montessori. Donc, on passe énormément par la manipulation, par le jeu. Et c'est pareil dans le sens où on faut toujours être à côté. On peut rarement le laisser travailler en autonomie. Il a besoin de mouvement. Donc, ça lui arrive de pendant qu'il apprend ses tableaux.
par exemple. D'accord. Alors, donc, nous avons essayé d'établir un petit peu des éléments qui vont nous permettre de définir un petit peu comment, dans votre quotidien, va pouvoir émerger, en fait, vont pouvoir émerger ces troubles du comportement. Quels sont les éléments? Donc, Véronique, vous nous avez parlé d'impulsivité. Il y a aussi la notion de ne pas tenir en place. Qu'est-ce qu'on a eu comme élément? Ça a été très riche. Il y avait aussi ce besoin d'une motivation, une difficulté à entrer dans l'activité, donc à percevoir un peu du sens parfois, avoir un besoin d'engagement, en tout cas d'être tenu dans quelque chose, d'être amené vers. Donc ce que je vous propose de faire, j'ai cherché une petite définition toute simple de ces troubles TDA, TDAH. C'est de vous la lire. Alors, elle est très simple, mais elle reprend un petit peu tout ce dont vous nous avez parlé. Alors, la définition du TDAH, c'est un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc TDAH. C'est un trouble neurodéveloppemental chronique qui apparaît durant l'enfance et qui concerne 3,5 à 5,6% des enfants. Les causes du TDAH. Le TDAH n'est la faute de personne. Ce trouble est lié à des anomalies de développement et de fonctionnement du cerveau. La recherche montre que le TDAH semble résulter d'une insuffisance de substances chimiques cérébrales spécifiques, les neurotransmetteurs, qui aident le cerveau à organiser et à régir la pensée et le comportement. Il y a un élément supplémentaire qui me semblait important, donc d'ajouter à tout ça. Évidemment, et souvent, ce qui est dit, c'est que 30 à 40% des personnes auxquelles on a diagnostiqué un TDAH ont des membres de leur famille qui souffrent du même trouble. On pense donc que les gènes sont au moins partiellement impliqués dans ce processus, mais le TDAH n'est pas causé par des besoins affectifs non comblés ou par des problèmes psychosociaux, même s'il peut être exacerbé par ces facteurs. Et il y a une notion, celle sur laquelle je voulais insister, c'est bien que les parents, les conjoints, les enseignants ne soient pas la cause du TDAH, ils peuvent avoir une très forte incidence sur la capacité de la personne touchée à faire face à son trouble. Et c'est là où je voulais en arriver, c'est un petit peu l'idée de montrer que, évidemment, personne n'en est responsable, déjà. Il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à ça, c'est reconnu, identifié, mais il y a une possibilité d'interagir avec l'enfant qui a le trouble pour qu'il puisse mieux le vivre et progresser dans ses difficultés. Donc, d'où l'intérêt du thème que l'on souhaitait aborder aujourd'hui. Comment poser ce cadre? Qu'est-ce que va être ce cadre? Donc, on voit bien que cela va dépendre de ceux qui entourent l'enfant. Donc, comme une sorte d'adossement sur lequel, de cadre, d'adossement, on va essayer d'y mettre des mots, sur lequel l'enfant va pouvoir se reposer pour pouvoir comprendre ce qui se passe, mieux interagir avec les autres. Est-ce que, Dominique, tu pourrais justement nous parler un petit peu de cette notion d'adossement? Qu'est-ce que c'est? En fait, l'idée, effectivement, alors on parle de cadre et moi j'avais pris l'habitude aussi de parler d'espèce de filet de sécurité, c'est-à-dire quelque chose qui va être suffisamment clair pour l'enfant, qui va être du coup rassurant et qui va être un repère. Et à partir de là, l'enfant va pouvoir, même si effectivement ce cadre, il va l'interroger, il va le bousculer, parce que de toute façon... voir s'il est solide. Voilà, d'abord il va vérifier sa cohérence, et effectivement, à partir de là, il peut avoir une forme de réassurance qui va lui permettre d'accepter de découvrir des nouvelles choses, accepter de se confronter aussi à la difficulté et à l'échec, parce que souvent, effectivement, ce que vous avez décrit de vos enfants qui sont intelligents, mais quelque part, l'échec leur fait peur. Et ils ont l'habitude de saisir, enfin,
moi, ce que j'ai vu, c'est que souvent, ce sont des enfants qui ont une intelligence très vive et qui saisissent très rapidement les problèmes, mais qui ont une façon aussi extrêmement rapide de répondre. L'impulsivité dont on parlait. Avec de l'impulsivité. Et du coup, dans les problèmes d'apprentissage qui sont que, eh ben, de toute façon, il va falloir quelquefois, on ne va pas comprendre du premier coup, il va falloir répéter, et etc., etc., ça leur fait peur parce que, du coup, il y a le risque d'échec. Et donc, le cadre éducatif, il me semble, peut permettre, en tout cas, de rassurer suffisamment l'enfant pour qu'il prenne le risque d'échouer, en fait. Et la complexité, en gros, elle est là. C'est-à-dire comment pouvoir accompagner les enfants dans ce risque d'échouer, de dire que tu l'as raté, là, mais tu vas pouvoir recommencer et peut-être la deuxième fois, tu vas réussir. Parce que voilà, c'est un peu cette difficulté qui est liée au TDAH, à l'impulsivité et au truc de il faut que j'arrive rapidement et sinon je m'en fiche, quoi, ça ne m'intéresse plus. Alors pour le définir un petit peu aussi, ce cadre, je pense qu'il y a, et on en avait discuté précédemment, cette idée que l'adulte, par cet adossement sur lequel l'enfant va pouvoir se reposer, va permettre de prendre en charge de manière extérieure tout ce qui peut poser problème. Il va servir de structure et tout ce que l'enfant ne peut pas encore lui-même à l'intérieur de lui, psychiquement, mettre en œuvre. Est-ce que tu pourrais nous redéfinir cette idée de intérieur-extérieur pour qu'on perçoive un petit peu ce dont il s'agit quand on parle de cadre? Bon, moi, je vois dans ce que vous avez dit que vous avez déjà commencé, c'est-à-dire vous avez discriminé un peu les contextes, le contexte où on joue, le contexte où on travaille, etc. Mais je pense qu'effectivement, avec ces enfants-là, il faut être très explicite et en gros, énoncer des règles. Alors des règles qui vont être des règles simples, parce qu'ils sont d'abord petits, et donc des règles simples, mais des règles que vous allez pouvoir tenir jusqu'au bout. C'est-à-dire, il faut que l'enfant puisse repérer ces règles, mais que vous aussi, vous soyez en capacité de tenir la durée. Donc il vaut mieux effectivement peut-être mettre des objectifs courts, mais réalistes et très explicites, avec une progression. Avec le fait, alors là, je ne sais pas comment vous travaillez, si vous avez des conjoints qui interviennent, de la famille qui soutient, etc. Mais en tout cas, que ces règles soient partagées, connues. Et une alliance entre les, peut-être. Réévaluables. Et réévaluables, et ça c'est annoncé. Mais pas changeantes. Pas changeantes tout le temps, parce que, en fait, ce qu'on entend un peu dans ce que vous avez dit de vos enfants qui sont un peu dans la négociation, qui ont du mal à se motiver, etc., et qui vont négocier pour essayer d'échapper à la contrainte, on va dire, ils ont besoin que ces règles soient connues, explicites, simples, et surtout timées, c'est-à-dire que les choses dans le temps soient très très précises. Et donc il faut que vous teniez aussi compte de votre capacité à vous à tenir la règle et à tenir dans le temps. Et il vaut mieux démarrer, on va dire, petit, en fonction aussi de vous, et pouvoir augmenter, et pouvoir chaque fois que vous pouvez augmenter ou le temps d'apprentissage, ou le temps de mise au travail, etc., pouvoir le reconnaître, le gratifier, être gratifiant par rapport à l'enfant en reconnaissant les efforts qu'il a faits. Alors Dominique, dans tout ce que tu nous disais, qui est très dense par rapport à ce cadre, on va reprendre certains éléments. Peut-être donc on voit bien que l'adulte a un rôle. Et tu parlais de comment, entre conjoints, on pouvait s'aider. Donc il y a peut-être quelque chose à mettre en place. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, l'une ou l'autre, qui voudrait prendre la parole en premier, avec votre conjoint, est-ce que vous avez déjà conscientisé cette notion du cadre? Je suis sûre que vous le faites spontanément, de manière instinctive. Est-ce que vous en avez déjà parlé? Est-ce qu'il y a certaines règles qui pourraient correspondre à ce cadre, bien sûr bienveillant, mais comme un roseau en fait, un peu ferme et souple à la fois? Est-ce que vous pourriez nous définir un petit peu comment, même si vous n'avez jamais mis ce mot de cadre
sur ce que vous pouvez mettre en place. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ça existe chez vous, Alexandra? Est-ce qu'il y a une alliance? Est-ce que... Oui, oui, mon mari s'occupe du coup de l'instruction en famille le week-end. C'est vrai qu'on ne parle pas vraiment de cadre, mais plus ou moins de règles. Il sait qu'il commence à travailler à 10h du matin pendant 1 heure, 1 heure et demie, donc jusqu'à maximum 11h30. On choisit en amont les matières qu'il doit travailler, comme ça il est très au clair sur ces matières-là, avec une possibilité de pouvoir se lever, de pouvoir jouer au piano. C'est quelque chose qu'il apprécie particulièrement sur la moitié du temps, un temps de répit, de pause pour lui, pour qu'il puisse se recentrer et se concentrer à nouveau. Ça, c'est très important, cette notion-là, me semble-t-il, de pouvoir avoir des espaces aussi, dans ce cadre-là, de respiration. Oui, c'est quelque chose dont on a toujours parlé, sans mettre particulièrement une règle, mais on est très au clair tous les deux, en tout cas sur la façon dont on met l'instruction. D'accord. Et dans la vie quotidienne, dans la vie courante, au-delà de l'aspect des apprentissages, par exemple, je ne sais pas, vous pourriez me dire quand il y a quelque chose qui se passe en dehors, par exemple au supermarché, par exemple dans un autre espace, et qu'il s'agit là de replacer les règles dont vous nous parliez, qu'on appelle là le cadre. Est-ce que l'une ou l'autre aurait je ne sais pas, ça pourrait être quelque chose qui se passe mal dans un supermarché ou dans une réunion de famille. Est-ce que l'une ou l'autre aurait un exemple à nous donner? Et comment instinctivement, avec votre conjoint ou toute seule, vous réussissez à replacer ce cadre-là? Alors moi, je sais, alors au niveau des apprentissages, moi, c'est pareil qu'Alexandra. En fait, mon mari, il intervient 1 fois par semaine, donc on est parfaitement alignés. Mais c'est vrai que notre fille, avec mon mari, elle va avoir tendance à faire le pitre et elle sait que lui, il va rire. Et donc là, à chaque fois, c'est très compliqué parce que mon mari, il rit. Alors que moi, ça me fait pas rire du tout. Donc, et puis, elle en profite. Ça, c'est pour les apprentissages. Et donc, vous intervenez dans ces cas-là? Qu'est-ce que vous faites? Alors que vous voyez que ce fonctionnement se répète? Non. Non, ils sont donc, du coup dans la chambre. Mais je laisse mon mari gérer. Mais c'est vrai que quand notre fille est avec mon mari, ça avance moins vite. Mais parce qu'elle profite en fait de cette souplesse qu'elle n'a pas forcément avec moi. D'accord. Et dans le cadre extérieur, je sais que j'ai pris l'habitude quand on va dans un supermarché, dans la voiture, de lui dire, voilà, on va à tel endroit, il va y avoir du monde, il va y avoir des distractions. Moi, je souhaite que tu restes tranquille, que tu restes à côté de maman. Et des fois, je lui dis, bon, voilà, si ça se passe bien, on fera ça ou tu auras ça. Et puis, de lui donner des incitations, en fait, pour avoir des comportements attendus. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais donc là, Dominique, tu pourrais analyser un petit peu qu'est-ce qui vient tout de suite? Ce qui me vient, c'est que franchement, vous vous débrouillez très bien. Non, c'est vrai. Et que votre petite fille, effectivement, quand on parlait de discriminer les contextes, elle a complètement fait le travail, c'est-à-dire qu'elle sait très bien jusqu'où elle peut aller avec vous, jusqu'où elle peut aller avec votre mari, votre conjoint. Et bon, et moi, je dis, si de toute façon ça reste gérable et si l'un et l'autre, si après vous ne vous disputez pas quand la porte est fermée autour du problème de l'apprentissage, voilà. Je pense que l'important, effectivement, c'est d'arriver à trouver un accord à minima sur comment on va se comporter et comment, donc là, vous le savez, 1 fois par semaine, elle en profite et puis voilà. Non. Ce qui me semblait important, c'était, et très intéressant, c'est le fait que dans la voiture, vous prépariez, dans ce contexte d'aller au supermarché, vous prépariez les choses. Elles sont annoncées
elles sont expliquées. Je trouve que ça, c'est très rassurant. Voilà ce qui va se passer dans l'absolu. On va aller là, ça va être comme ça, il va y avoir des choses autour de toi. Et en même temps, si ça se passe bien, ce sera possible de faire toutes ces choses. Qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal? Est-ce que vous pourriez nous dire, Véronique? En soi, pas grand-chose, à part que je m'énerve. Mais, mais c'est vrai qu'il faudrait que je fixe plus et du côté de la récompense et de l'autre, en fait, pas une punition, mais je sais pas, Qu'est-ce qui pourrait se passer? Ça s'est parfois mal passé? ouais, Ou l'annonce suffit? Non. C'est le mot punition qui est embêtant, Oui. en fait. Parce que. Comment on pourrait dire? ouais, on la punit pas spécialement, en fait. Ouais. Alors peut-être on pourrait envisager, et peut-être Alexandra, vous auriez d'autres exemples, on en a toutes dans nos vies de maman, des espaces et des moments où ça se passe mal, où on peut avoir extrêmement honte en fonction du contexte. Qu'est-ce qu'on fait quand ça se passe à l'extérieur? Parce que là, le contexte diffère. Moi, je me souviens de honte phénoménale que j'ai pu vivre. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là, si on est sur l'extérieur? Est-ce qu'Alexandra, vous avez une... Il y a un problème. Attends. Ah, je pense qu'on a un petit problème de... Il marche pas. D'accord. Non, c'est bon, ça va. Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que l'une d'entre nous oserait se lancer sur une honte qu'elle aurait pu vivre? Je peux. Ah, Oui, donc je disais, il avait 5 ans à l'époque. On l'avait emmené dans une exposition sur le Japon. Et l'ambiance, le bruit, le monde lui a fait faire une très très grosse crise où il s'est complètement roulé par terre, hurlant dès qu'on l'approchait. Alors, il a aussi un trouble autistique, donc c'est encore quelque chose qui est différent. Mais à part laisser en fait la crise passer, il n'y a rien d'autre à faire, si ce n'est parce qu'il est dans l'incapacité de pouvoir entendre et de pouvoir percevoir que nous, on est à ses côtés. Je pense que j'ai eu très honte, très sincèrement, parce que le regard des autres fait qu'on se sent très vite coupable, sachant que les autres n'ont pas conscience de ce que notre enfant peut vivre et de ce que nous, on peut vivre. Par contre, en effet, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est revenir dessus après, quand il est plus calme, lui demander pourquoi il a fait ça, pourquoi, qu'est-ce qu'il a ressenti à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment. Voilà, nous, quand il a des crises, alors en général, à l'extérieur, ça se passe plutôt bien, parce qu'en amont, on le prépare également à lui dire, voilà ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que nous, on va faire et comment il pourrait faire si jamais ça devient difficile pour lui. Donc les supermarchés, en général, on évite. Parce que c'est vraiment un contexte qui peut être difficile, mais quand on n'a pas le choix, on le prévient en amont. Et dès qu'il sent la tension monter, voilà, on a un petit code où on essaye de vite se dépêcher pour finir. Et ça permet d'éviter les crises. Donc, voilà, ce qui me paraît important, c'est effectivement, vous avez mis en place un code. Vous avez mis en place un code et il peut vous prévenir. Et ça, effectivement, je pense que c'est vraiment intéressant. c'est intéressant. Nous aussi, on a peut-être une expérience à partager. Lorsque je travaillais en ITEP, donc avec des adolescents et des enfants qui avaient des troubles du comportement, et qu'on se déplaçait sur un autre espace, donc si on va prendre l'exemple d'un temps qu'on était un petit peu foufou d'organiser, c'était un festival où il y avait peut-être 240 festivaliers avec des enfants qui avaient des troubles du comportement, donc se déplacer ailleurs dans un espace où il y avait énormément de monde. Ce que l'on préparait toujours en amont, c'était d'avoir un espace de refuge, un espace dans lequel chaque groupe pourrait avoir un abri, un endroit où pouvoir être au calme, contenir toute cette émotion
et voilà, être protégé. Et ça me semble aussi essentiel. Alors parfois c'est possible, parfois ça ne l'est pas. Il y a un lieu qui peut être identifié à la maison, mais aussi sur l'espace extérieur, ça peut être soi aussi, cet espace-là. Quand vous parliez d'accueillir ce qui vient, et que ce n'était pas le temps de résoudre la problématique de la crise, mais simplement d'accueillir. Ça peut être contenir de manière un peu forte et juste laisser venir et passer l'émotion. Oui, c'est ça. Donc il y a pas mal de... Oui, ouais. Est-ce que, Véronique, vous auriez une autre remarque, une autre expérience à nous faire partager sur une crise que vous auriez pu gérer, où là on pourrait essayer de voir comment, quels éléments on pourrait repérer, on pourrait en sortir? Les crises, pas, c'est pas vraiment, enfin, c'est pas vraiment des crises importantes, mais c'est plutôt une grande agitation. Et typiquement, le matin, lorsqu'on doit se mettre au travail, et ben souvent, comme elle veut s'échapper, là, c'est la grosse agitation. Et ce qu'on essaye de mettre en place maintenant le matin, alors soit on faisait des fois des exercices de brain gym, je ne sais pas si vous connaissez. Non, expliquez-nous. En fait, c'est comme des mouvements en fait pour réaligner les deux parties du cerveau et pour aider à la concentration. Et puis, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est que quand on voit que ça part trop dans l'agitation, c'est de faire des grandes respirations ensemble. On a commencé à... Donc un retour au corps, on revient à son corps. Maintenant, le matin, on essaie de commencer par des respirations pour essayer de calmer l'agitation. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Est-ce que je peux vous poser la question du traitement? Est-ce que vos enfants ont un traitement médicamenteux? Non. Alors moi, oui, il a de la Ritaline, mais que pour les moments où il va à l'école, parce que ça pose problème en classe. À la maison, on adapte énormément sa façon d'apprendre, donc on ne lui donne pas quand on a des moments d'apprentissage ici. D'accord. Alors, donc on a déjà vu pas mal de choses. Oui. Est-ce qu'il y a des éléments dont on n'aurait pas parlé? Est-ce que, au niveau du timing, où en sommes-nous? Moi, j'aimerais poser une question sur les relations avec les autres enfants de vos enfants. Est-ce qu'ils en ont et le cas échéant, comment ça se passe? Alors, chez nous, en fait, notre fille, elle est très, très sociable. Le souci, c'est que comme elle n'a pas de filtre, dès qu'on croise quelqu'un dans la rue, elle va aller lui parler, mais c'est quasi systématique, en fait. Ce qui fait que quand elle est avec d'autres enfants au centre aéré, mais ça se passe, mais c'est super bien, en fait. Il y a la notion de contrainte aussi, effectivement, du contexte. Parce que dans un contexte de centre aéré, il y a la notion de la gestion de la contrainte qui me semble importante dans cette notion de cadre qu'on n'a pas vraiment abordée. Et là, vous le dites tout à fait. Quand la contrainte n'est pas pesante, il n'y a pas de problème. La liberté, donc c'est comme une espèce de... Essayer de voir qu'autour de la contrainte, on peut quand même toujours être libre. Même dans le travail. Là, il y a, je ne sais pas, il y a cette notion de liberté, en fait, qui... Et puis, moi, je pense aussi de trouver le moyen vraiment de stimuler la curiosité pour pouvoir accepter la contrainte, parce qu'on va découvrir des choses, quoi. On va découvrir, et là, vous l'avez déjà dit quand même, hein, c'est-à-dire que vous passez par le jeu, par le plaisir, et en gros, effectivement, moi, ce que je dirais, c'est stimuler leur curiosité et leur intelligence et leur capacité à comprendre aussi pourquoi que l'apprentissage et apprendre des nouvelles notions et des nouvelles choses, ça fait plaisir. Et c'est gratifiant. Avoir l'objectif, en fait, comprendre, mettre du sens dans l'idée que tout ce cadre qui peut être lourd, etc., c'est quel en est l'objectif
Ouais. Pourquoi est-ce que c'est fait? C'est C'est ça. pour pouvoir vivre avec d'autres, parmi d'autres, et aussi pour aller dans un cercle vertueux, parce que l'idée, c'est le bonheur. L'idée, Oui, c'est... et puis la socialisation qui ne peut pas passer que par le plaisir, entre guillemets. Bon, voilà, la socialisation et la vie dans une société, ça ne peut pas être que les jeux du centre aéré. Et quelque part, il faut qu'il y ait une espèce de que les enfants comprennent Un équilibre entre l'effort pour atteindre ses objectifs et du coup la gratification que l'on en reçoit. Bon, voilà, c'est facile à dire et pas facile à faire, j'imagine, mais en tout cas, je trouve que vous avez mis beaucoup de choses en place. Instinctivement Oui, et par formation. Par formation, et après, c'est vrai que l'idée... est-ce que votre idée, c'est qu'un jour, vous espérez voir vos enfants inclus dans des classes où c'est pas le propos? C'est pas le propos. Non, mais moi, ça me... Des classes qui s'adaptent à leurs besoins. Oui, mais oui. Et vraiment, c'est là la difficulté aujourd'hui, c'est que les classes sont surchargées, les professeurs sont pas assez formés. Il y a souvent plusieurs enfants avec des besoins particuliers dans des mêmes classes, et donc ils ne peuvent pas répondre à tous ces besoins pour chaque enfant. Non, mais là, je suis bien d'accord. Je suis d'accord avec vous. Hein, on va pas repartir. C'est pas le débat. Mais Charlotte tout à l'heure parlait de la définition. Enfin, dans sa définition des troubles, on voit aussi que ces troubles souvent s'amoindrissent. Je ne sais pas, peut-être tu peux revoir les textes, mais s'amoindrissent en grandissant. Et les adultes gèrent mieux. Les enfants arrivent finalement à compenser les difficultés. Et effectivement, ensuite, ce cadre éducatif que vous aurez posé va servir, si un jour ils vont en fac, ou même si... voilà, ils vont avoir besoin aussi de ça, quoi. Voilà, au-delà du bien-être et de leur... voilà, comment dire, je ne trouve plus mes mots. Moi aussi, vous voyez, je suis dans mon état d'impulsivité et d'hyperactivité a pris le dessus, donc je ne trouve plus mes mots. Vous couperez au montage. Non, je pense qu'en fait, l'objectif... Oui, tu veux poursuivre? Je n'ai pas trouvé le dernier mot, mais ce n'est pas grave. On va trouver. L'idée générale, c'est que, en fait, au fur et à mesure, l'enfant puisse intégrer, intérioriser tout ce que les parents et les gens qui les entourent ont pu mettre en place et que ça devienne quelque chose de naturel pour qu'il puisse fonctionner dans le but d'être heureux avec soi-même, parce qu'on n'est pas frustré dans ce qu'on rencontre et tout le monde qui nous entoure, et aussi avec les autres, je pense. Ceci dit, ça concerne tous les enfants du monde. Hein. Tous les enfants du monde. Ça, il me semble que ça concerne tout le monde, mais du coup, vous, effectivement, vos enfants ont une difficulté supplémentaire, voilà, qu'ils vont devoir appréhender, apprendre à gérer et à compenser, en fait. Et ce cadre éducatif que vous allez poser nécessite effectivement beaucoup plus d'explicitation et à la fois de mise en place de règles et de souplesse que pour l'éducation d'un enfant, on va dire, ordinaire, mais qui passe aussi par les mêmes étapes. Hein. Ce que je voudrais ajouter, dans les formations dont j'ai pu bénéficier, il y avait une formation qui nous avait été proposée par une formation Reimer autour de la résistance non violente. Ça concernait tous les enfants jusqu'à des jeunes adultes et comment on va pouvoir tisser ce réseau autour des troubles du comportement pour pouvoir accompagner en fait l'enfant. Donc il y avait plein de principes et qu'on a énoncés là en fait. Hein. Quand vous parliez de par exemple quand une crise existe, devoir non pas battre le fer quand il est chaud mais le battre quand il est froid, donc reprendre les choses plus tard, être très explicite. Et aussi, peut-être, il y avait cette idée de, parfois, donc, dire quand les choses ne vont pas, peut-être pas toutes, en identifier quelques-unes dans les règles qui sont compliquées à mettre en place. Il y a ce qui s'appelle un panier rouge. Donc,
il y a tout un protocole dans lequel on identifie, ça peut être du manque de respect, ça peut être, vous voyez, ça peut être une problématique. Mais Oui. l'intérêt, c'est que le cercle qui est autour de l'enfant se mette d'accord sur, effectivement, qu'est-ce qui pose le plus problème et qu'est-ce qu'on va essayer. On hiérarchise. Voilà, on hiérarchise et on ne part pas en guerre sur tout. Il faut choisir ses guerres. Voilà, on choisit ses guerres. Et qu'est-ce qui est le plus important, mais du coup, qui est le plus important pour tout le monde. C'est-à-dire que, voilà. Dans la vie de tous les Dans jours. la vie de tous les jours. Et, ouais. Dans la manière de fonctionner de la famille, qui va différer. Chaque famille a sa propre création. Et l'idée, c'est de choisir les choses qui importent pour le fonctionnement de la famille. Une fois qu'on a identifié ce panier rouge, il y a tout un réseau avec un adulte référent. Donc là, c'est dans un cadre particulier, mais ça peut aussi, on peut s'inspirer de cette idée-là, de comment créer cette alliance pour aider et pour accompagner l'enfant. Si les règles ne sont pas respectées, donc déjà, elles lui sont annoncées de manière très symbolique, sous forme de courrier. Ça lui est annoncé dans son espace personnel la plupart du temps, dans sa chambre, par quelqu'un avec lequel il a une forte alliance, donc quelqu'un sur lequel il va pouvoir s'adosser justement, qui va être quelqu'un avec lequel il a réussi à tisser une relation particulière de confiance et forte. Et chaque fois que ces règles ne vont pas être respectées, on va le lui dire par une petite cérémonie, en fait, ça va lui être annoncé, et on va en même temps lui proposer de la réparation. C'est très important. Réparer envers d'autres, ça peut être faire un gâteau en fonction de l'âge, ça peut être toutes ces choses-là. Donc on va déjà lui tendre la main, parce que c'est difficile quand on a été... il faut se mettre de leur point de vue, et on peut le comprendre de manière humaine quand on a été un peu tout pourri, je n'ai pas d'autre mot envers quelqu'un, de revenir. Ça c'est compliqué, non? Donc... C'est le mot réparation, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure quand on tournait autour de la gratification et de la punition. Le mot punition ne nous convenait pas, mais il faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit marqué. Et c'est le terme de réparation, je le cherchais tout à l'heure maintenant, merci à Charlotte, c'est elle qui l'a dit. Mais en tout cas, lui, l'enfant, il faut et une fois qu'il a réparé, eh ben, on passe à autre chose. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne va pas rappeler 36 fois, tu te souviens, au supermarché, tu m'as fait cette crise. Il a réparé, alors il faut trouver des moyens au niveau de chaque enfant en fonction de l'âge, etc. Mais du coup, on passe à autre chose. Et il y avait encore une dernière idée, je ne sais pas si vous me le direz. Alors, si je peux me permettre, il y a une chose qui est importante aussi pour compléter, c'est de faire des retours positifs, justement pour encourager les bons comportements. Et ça, c'est quelque chose que j'ai tendance à faire régulièrement. Puis je la vois, elle fait « Ah, je vois que ça passe pas inaperçu en fait. » Et puis elle se dit « Ah, maman, elle est contente. » Oui, c'est important en fait. Reconnaître ce qui se passe bien. Ça peut être sous forme de liste, de réussite ou autre, matérialisé peut-être sous forme concrète. J'ai moi-même sur mon frigo une liste des réussites de mon fils, et sur laquelle on revient régulièrement, qui est fort longue maintenant, fort heureusement pour moi. Et ça permet également, ce que vous dites, quand on a trace de plein de choses qui se passent bien, c'est un cercle vertueux aussi peut-être, et c'est d'essayer, mais ça je pense que ça concerne toutes les personnes et tout le temps, de parfois être capable de déplacer le curseur. Une fois que quelque chose est en place, que par exemple là dans ce contexte de Reimer et de ce panier rouge qui a été identifié fonctionne bien, être capable de regarder les choses avec un regard neuf, de déplacer le curseur, c'est quelque chose d'important dans le sens où ça permet d'évoluer, ça permet de progresser. Et puis on le verbalise et ça va pas de soi, quoi. Voilà, le marquer, je pense que pour les enfants, c'est important. Et dans cette idée-là, j'aimerais vous poser une question. Être capable de déplacer le curseur, c'est-à-dire de revoir ses priorités, de redéfinir les choses parfois, on peut le faire. Alors vous allez me dire si vous réussissez, si vous pouvez, on va peut-être pas tarder à terminer, mais cette histoire de ne pas rester collé à la situation seule, de trianguler. Comment on peut trianguler pour pouvoir s'écarter de quelque chose qui est compliqué? Est-ce que ça vous arrive consciemment
mettre en place des situations comme ça où ça peut, comment on peut faire ça pour ne pas rester collé à une situation qui est difficile, pour pouvoir avoir un regard neuf, il faut pouvoir prendre du recul pour pouvoir y revenir. Si on est toujours collé à une situation, on ne peut pas le faire. Est-ce que ça vous parle, cette idée? Personnellement, quand je rencontre une difficulté avec Louis, j'en parle aux professionnels qui l'accompagnent. Vraiment, j'arrive pas à résoudre le problème seule avec des discussions, avec mon mari, avec des choses qu'on met en place. J'en parle souvent à son neuropsychologue et son éducatrice, qui eux auront aussi d'autres façons de le prendre en charge ou même d'en discuter. Le fait d'avoir un regard qui est différent pourrait permettre de débloquer certaines difficultés. Ouais. Je pense que tu peux nous donner ton expérience de quand tu accueillais les familles justement avec ces regards croisés dont tu m'as parlé. C'est ça. Oui, mais moi, c'est exact, vous faites exactement ce que j'annonçais aux familles quand je le recevais, c'est-à-dire je leur expliquais qu'en fait, moi je savais que les familles avaient essayé et de toute leur force et puis de toutes les façons d'aider leur enfant dans ses difficultés d'apprentissage, etc. Mais qu'effectivement, là, nous, ce qu'on allait apporter, c'est ces fameux regards croisés sur la situation et qui allaient faire que leur enfant allait montrer à d'autres gens des choses qui ne leur montrent pas à eux ou qu'ils ne pouvaient plus voir. Et j'avais, pour les tout petits, j'avais une espèce de petit cheval avec un cow-boy dessus. Et je le mettais au centre de la table et je disais qu'est-ce que tu vois? Et il me disait la tête, la queue, ça dépendait. Et la mère, elle disait je vois l'étrier gauche et le père l'étrier droit. Enfin bon. Et je disais voyez, nous ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire que ces regards croisés fassent qu'au bout d'un moment, tout le monde voit le cheval et le cavalier. Et avec toutes ces richesses et puis voilà, ces difficultés. Mais c'est vrai que c'est important à un moment d'accepter que quelqu'un extérieur voit votre enfant autrement, voit les interactions autrement et puisse vous amener une autre lecture qui n'est pas une vérité. Enfin, en tout cas, voilà, en tout cas, ce que je disais bien, c'est que ça, c'est pas la vérité de l'enfant, hein, mais ça va être quelque chose qui va permettre et puis permettre à l'enfant aussi de bouger, de décaler, comme le regard est décalé, lui aussi, il peut montrer autre chose. Ça, c'était mon expérience avec le petit cheval et le cowboy. Est-ce que Véronique, vous auriez du coup quelque chose à apporter par rapport à ça? Comment vous triangulez avec votre conjoint parfois? Justement, c'est mon conjoint qui fait, c'est mon mari qui fait le tampon parce que moi souvent, je suis trop collée aux situations et du coup, je lui demande d'intervenir et puis et je le laisse gérer en fait. Franchement, très bien. Il y avait d'autres petits ressorts qu'on utilisait beaucoup en ITEP, c'était souvent, si ça peut vous donner un petit truc, c'était souvent soit l'humour, soit l'étonnement. Ça peut aussi permettre de trianguler, de décaler une situation. C'est étrange, mais souvent ce sont des... Moi je disais, il faut savoir manier le « ah bon ». Ah bon pour ne pas répondre et ne pas coller complètement à la situation, mais bon, c'est pas toujours... Faire un petit pas de côté aussi, ça c'était quelque chose de... Moi je trouve que vous avez mis en place beaucoup de choses. Est-ce que vous auriez, pour finir, on va terminer, un petit mot à dire sur comment est-ce que vous y voyez un peu plus clair sur ce cadre? Est-ce qu'il vous apparaît? Est-ce que vous pourriez le définir en quelques mots? Est-ce que c'est énorme, c'est une question horrible. Moi je n'aimerais pas oser la poser. Moi je n'aimerais pas oser la poser. Mais moi j'ose tout. Comment vous le voyez, ce cadre-là? Comment vous le définiriez en fin d'émission, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est essentiel? J'aurais envie de dire qu'il est important pour les aider à grandir, pour les aider à se construire et surtout pour se repérer, pour voir que tout n'est pas facile et qu'ils n'ont pas le droit à tout, malgré leurs difficultés. Ouais. Un cadre essentiel pour grandir.
Et Véronique, est-ce que vous pourriez nous définir un peu le... Oui, je vous écoute Alexandra, on ne vous entend plus? Ça y est. Ça y est. Je disais qu'il puisse aussi être souple. Oui, c'est ça. Dans quel sens souple? C'est ce qu'on a défini, dites-nous. Dans le sens où il faut s'adapter aussi au quotidien, à la difficulté qui se présente sur l'instant, à leur fatigue, à leurs besoins du moment et à ce que nous, on aurait envie d'amener dans ce cadre. Souple ne veut pas dire fragile. Souple, c'est Alors, souple, oui, oui. c'est ça. Mm. Ouais, on avait l'habitude de parler de filet de sécurité, c'est-à-dire que ça ne doit pas être un mur, même si ça peut être un moment quelque chose où on s'adosse, mais en tout cas, quand il y a la crise et tout ça, ça ne peut pas être un mur qui va renvoyer, ou que l'enfant va se prendre en gros de face, quoi, mais une espèce de filet souple, mais qui va du coup le ramener. C'est un peu la notion du holding de Winnicott, en fait, c'est comme une main qui va contenir et sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. Si la main n'est pas assez ferme et souple, comme un trampoline, on ne va pas pouvoir rebondir et s'appuyer dessus. Donc cette notion de souplesse, elle est aussi là-dedans. D'accord. Non, oui, non. C'est ça. Fermeté, souplesse. Fermeté. D'accord. Je parle, c'est ça. D'accord. Et Véronique, est-ce que vous pourriez nous... quels sont les mots qui vous reviennent pour définir un petit peu ce cadre dont on a parlé aujourd'hui? En fait, c'est pas tant la notion de cadre parce que même si il est pas à 100% défini, en fait, la difficulté, c'est vraiment je sais pas comment dire, d'interagir au quotidien parce que le cadre, il a beau être ce qu'il est, si l'enfant, il veut pas rentrer dedans, en fait, elle est là la difficulté. C'est un outil, mais ça n'est pas suffisant. Ouais. Ouais. En gros, ça va être comment garantir la qualité de la relation en dépit des difficultés, quoi. C'est plutôt ça, du coup, pour vous. D'accord. Eh bien, on va vous remercier, en tout cas, pour le partage de vos expériences. Voilà. Merci. Et puis, si vous voulez dire juste un petit mot pour finir, et puis on se retrouvera très vite de notre côté. Et j'espère pour une prochaine thématique, donc dans quelques temps, qui sera cette fois autour de l'accueil des émotions. Ça, et la gestion des crises. Donc on abordera cette thématique des besoins particuliers autour des troubles du comportement à travers ce qui me semble important. C'est comment accueillir ces émotions. On a déjà un petit peu on a abordé un petit peu cette thématique, mais concrètement, on verra comment ça peut se passer. Un petit mot pour finir, et de notre côté, après on va vous laisser. Alexandra, un petit mot? On ne vous entend plus. Ça y est. Et Oui. je vous remercie pour ces infos. Il y a des choses qui sont très intéressantes et des ressources qui peuvent être intéressantes aussi. Merci à vous. Merci Alexandra. Véronique? Oui, je vous remercie aussi pour les échanges et j'avais rien de plus à ajouter. D'accord. Alors, je suis en train de vous concocter donc une petite mallette à outils dans laquelle on pourra retrouver des ressources, tant au niveau des infos générales que des ressources pédagogiques pour accompagner les besoins de ces enfants tout particuliers qui peuvent parfois nous troubler. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous retrouve très vite. Merci Dominique. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.